Hey! Ça fait plaisir de voir la série partir sur une direction un peu réfléchie. Bon, pas énormément non plus, mais je pense que c'est facilement le meilleur épisode jusqu'à présent. En tout cas, même si c'est pas exempt de défauts, clairement pas, on va y venir, mais voilà, c'est facilement le plus réussi pour moi en termes d'épisode. Hein. On verra par la suite, mais ça laisse présager quelque chose d'optimiste pour la suite. Si ça peut un peu aborder ce genre de thème qui est pas inintéressant à analyser intellectuellement, parce que bon, jusqu'à présent, faut dire ce qui est, c'était juste un méchant veut pouvoir, nos héros doivent l'arrêter, hein. Bon, avec quelques petits trucs à dire ci et là, mais je veux dire, ça n'avait rien de particulièrement poussé en termes de réflexion. Là, il y en a un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu, ça fait plaisir. En tout cas, bon, on se lance, et ça commence sur Darkel et Ténébris, qui commencent leur routine habituelle. Limite, ça devrait commencer comme ça, la quasi-totalité des épisodes. Ah, papa, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Ah, la même chose qu'aujourd'hui, ma fille, tenter de conquérir le monde. C'est Ténébris et Darkel, Ténébris et Darkel. Ça fait genre 3 ou 4 fois que ça commence sur eux qui préparent leur plan et puis les légendaires viendront faire quelque chose contre ça. Seulement, ce coup-ci, ça va être un peu différent dans la mise en place, dans la mise en scène. Ça fait plaisir au moins de voir ça, mais bon, ça commence avec Darkel qui est en train de réfléchir à un plan pour avoir du pouvoir pour une raison X, et il découvre l'existence d'un parchemin d'annulation qui peut annuler n'importe quel sortilège magique. Et donc, elle se dit tout de suite, Télébris, mais ça veut dire qu'on pourrait annuler l'accident Jovelia. Et Darkel dit non, c'est... Malheureusement, il n'est pas assez puissant pour annuler ça. Malheureusement, et malgré tout, ça pourrait être pas mal de voir un parchemin d'annulation, hein, je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça me ferait du pouvoir en plus. Voilà, il n'y pense pas plus que ça, il se dit, ah zut! C'est pas dans la bonne bibliothèque, ça se trouve dans la bibliothèque de Marc Tapage. À nouveau, hein, Patrick Sobral a un sobralisme à fond. Hein. Ça, il peut renier beaucoup de choses dans cette série. Il pourra pas renier que ça... Ça suit très bien son esprit jeu de mots, hein. Parce que je veux bien cracher un peu sur la série en comparaison à la BD. Mais ouais, hein, les jeux de mots qui sont faits dans la série, pour l'instant, ils ont pas grandement à rougir par rapport à ceux qui sont faits dans la BD, hein. Je sais que je m'en plains un petit peu, que je les pointe un peu, mais vraiment, je vais clairement pas dire que la BD est supérieure parce qu'ils ont fait largement pire, hein. À certains moments. Ils ont fait des trucs très cons aussi, hein, dans la BD. Hein. En tout cas, ouais, ça se trouve dans cette bibliothèque, et malheureusement, ce n'est pas ouvert aux êtres qui ne sont pas purs, aux mages purs. Étant donné que lui, c'est le sorcier des ténèbres, etc., il peut pas entrer. Voilà, il se dit, je vais pas essayer de trouver un moyen d'y entrer, etc. Trouver un stratagème, tout ça, il se dit, merde, tant pis, ah, ça fait chier, c'est pas grave, je le prends pas. Hein. Étant donné qu'il a pas le pouvoir de défaire des trucs trop gros aussi, j'imagine qu'il se dit, ah, ça vaut pas la peine de m'embêter à trouver un plan compliqué, alambiqué pour ça. Tandis que Ténébris se dit, peut-être que je peux faire quelque chose pour ça, et donc ce sera un plan totalement de Ténébris par la suite, qui mettra un petit peu en scène un combat contre les draconites. Voilà nos héros qui étaient en train de pique-niquer, parce que ça commence là aussi tout le temps comme ça. Ça fait les 2 tiers des épisodes où on commence l'histoire avec eux qui sont en train de pique-niquer, de se poser, quoi, pour bouffer. C'est bien, vous avez vos formules, hein, c'est cool. Bref, leur attention est attirée par un tas de draconites qui font du grabuge, histoire de dire, et on découvre que les draconites parlent. Waouh! Première fois! Attends, je sais pas, ça se trouve, on les avait entendus parler. Il me semble vaguement les avoir entendus parler, mais avec leur langue spéciale, quoi. Ils parlaient pas le français, hein, la langue humaine habituelle, quoi. Vaguement, il me semble les avoir entendus, mais ouais, c'est pas un truc qu'on avait entendu avant, quoi. Et les dragonites parlent notre langage couramment, comme ça. En avant pour Darkel! Et donc, c'est le combat, et une fois de plus, le combat est pas génial, quoi. Il n'y a pas grand chose de fortiche dans la mise en scène, ça se fait beaucoup trop vite, c'est pas super fluide. Il y a Griff qui fait une blague à la con que je vais pas garder parce que ça va quoi, niveau blague à la con il en fait pas mal. Griff, j'ai le sentiment que ça va être un petit peu le blagueur, hein, le blagueur pourri de l'histoire. Et donc... Ils finissent par partir les pieds devant très rapidement en faisant un bruit de Klebs blessé. Ok.
Très bien, c'est un peu bizarre, hein, et nos légendaires se disent que c'était un peu facile, mais finissent par ne plus trop réfléchir à ça lorsqu'ils voient une lettre qu'ils ont fait tomber malencontreusement au sol, qui donc les informe de l'existence de ce parchemin, qui donc pourrait, hein, ce qui est dit dans la lettre, inverser les effets de l'accident Jovenia, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc voilà, on voit tout de suite que c'est une manipulation de Télébris pour les amener à entrer dans ces lieux et utiliser les capacités de Jadina d'avoir pile poil le matériau pur de mage qu'elle a, ça s'appelle du Gamera gâché. À nouveau là c'est totalement un jeu de mots à la con qui vient de Patrick Sobral qui était présent dans la BD, hein. Donc voilà, hein, je vais pas cracher une fois de plus sur les jeux de mots pourris de la série parce que ça respecte totalement l'esprit de la BD à ce niveau là, hein. Vraiment pas. Donc voilà, elle fait en sorte que nos héros s'intéressent à ça pour pouvoir les suivre. D'ailleurs, pour pouvoir les suivre de façon efficace, elle met un traceur sur chimie, entre guillemets, en la faisant mordre par, comment ça s'appelait, une espèce d'iguane à la con, je sais plus, un truc de feu. En tout cas, voilà, elle est mordue par ça, ils se disent, c'est pas un problème, c'est pas comme si ce genre de créature pouvait être venimeuse ou quoi que ce soit, on dit bon, on laisse tomber, hein, c'était juste une petite morsure comme ça, ils poursuivent leur chemin et arrivent donc à la fameuse bibliothèque de Marc Tapage, et entrent grâce à Jadina et sont accueillis par le seul archiviste du coin. Je veux dire, il n'y a personne d'autre pour gérer tout ça. Je veux dire, on voit pas un seul type, quoi, en dehors de lui, qui gère ça, quoi. Le seul mec qui dirige le coin, et qui s'appelle Bolder. Bolder Fray. Patrick Sobral. Donc, ils sont présentés, il dit qu'il est là pour s'occuper du truc, et il apprend par les légendaires qu'il existerait donc un parchemin d'annulation, le parchemin qu'il garde ici, qui pourrait permettre d'inverser les effets de l'accident Jovenia, et ça surprend un petit peu le gars, tandis qu'on voit que Télébris les suit en étant à l'intérieur du truc. Et je pige pas. Parce que bon, je vais pas parler en détail, mais voilà, la bibliothèque est gardée par une espèce de système à la con, bizarroïde, pas super bien expliqué, qui consistait d'un espèce de gros œil sur une porte qui surveille le coin. Hein, donc voilà, très typique, hein, et Griff se privera pas de faire des jeux de mots là-dessus, on peut dire qui nous tient à l'œil. Voilà, ce genre de délire. Et ouais, ça empêche les gens aux attentions impures d'entrer. Voilà, c'est une espèce de truc magique qui est posé par je sais pas qui marche je sais pas comment, voilà, ça marche comme ça, quoi. Et apparemment, quand on peut pas contourner ça, passer par-dessus le mur ou quoi que ce soit, sous peine de se faire repérer, donc ça me fait poser la question, comment ça se fait que Télébris soit à l'intérieur? Je veux bien comprendre qu'elle ait posé un traceur sur chimie avec son truc, mais comment ça se fait qu'elle ait pu entrer sans se faire repérer par cet œil et tout? Il y a un qui explique ça, non? On le dit pas, non? Ok. Elle est à l'intérieur, il y a besoin qu'elle soit là. Ça fait partie des détails qu'il aurait été bien expliqué, vous voyez? Parce que là, ça fait grosse facilité de merde. Hein? Vous m'excuserez. En tout cas, ouais, t'es pas seulement un traceur, cette morsure. Ça agit aussi un petit peu sur chimie, en la faisant un petit peu rater ses sorts. Ça la gratte, hein, on fait des blagues là-dessus. Oh, ça me gratte, quelqu'un peut me gratter. Ce genre de délire très très drôle aussi, et surtout ça fout un petit peu ses pouvoirs en bordel, puisque maintenant, étant donné qu'elle a été mordue par un truc qui est d'élément feu, ça se mélange à ses sorts, à ses fusions élémentaires, et donc lorsqu'elle veut invoquer de l'eau, elle invoque de la vapeur, et lorsqu'elle veut invoquer de la terre, elle invoque un petit peu du magma dur. Alors, on dit assez vite que c'est quelque chose qu'elle doit assimiler et ça finira par partir tout seul. Donc c'est cool, hein, ça tombe bien, heureusement qu'ils sont pas davantage insisté là-dessus. Ça aurait pu être grave, heureusement, hein. Mais bon, là, ça mettra quelques petites mises en scène, histoire de dire qu'elle n'est pas en pleine possession de ses capacités. Si l'espace d'un moment, j'ai cru que ça mettrait en place le fait que c'est grâce à ça qu'elle apprend à manipuler le feu. En tout cas, ça donne pas l'impression que ce soit le cas, quoi. Au bout d'un moment, ce sera réglé. On fera un gag là-dessus à la fin, pas drôle.
En tout cas, c'est beaucoup moins chiant que l'espèce de gag pourri autour de Jadina et son espèce de petit compagnon coco de merde. C'est quand même beaucoup plus acceptable et ça crée un tout petit peu de tension en termes d'action de combat, quoi, un tout petit peu. On joue un peu là-dessus, c'est pas non plus ultra mauvais, c'est juste qu'on fait du gag, les pires gags de l'épisode là-dessus, malheureusement. Enfin bref, alors qu'il y a tout ça qui se subit, nos légendaires partent direction le parchemin, quoi. Ils arpentent les rayons dirigés par Bolder, qui décide de façon super subtile de rester derrière en disant « Oh, regardez ce livre ! Il n'est pas bien rangé !» Et on le voit bien faire un petit sourire narquois en disant « Mon plan se met en place !» de façon à ce que ce soit pas du tout ambigu ce qui arrive, de qui est la faute. Parce qu'à partir de là, ça va être des tas de complications, quoi. Ils se feront attaquer par des rats géants mutants qui peuvent cracher du feu. Et vous leur donnez pas de non-jeu de mots, hein? C'est quoi ce délire? Du genre pestifera ou dérongeur? Ce genre de délire à la con, vous le faites pas? C'est quoi ce délire? Je vous reconnais pas là. En tout cas, voilà. Ils se battent un petit peu contre eux. Shimi essaye donc d'utiliser ses pouvoirs, mais se rend compte à ce moment-là qu'elle est un peu perturbée par cette espèce de marque à cause, suite à la morsure qu'elle a reçue. Et donc ça fera s'écouler un petit peu la bibliothèque. Ils seront séparés de Bolder. Et ne se diront absolument rien, quoi. Ne se douteront absolument de rien qu'en ce qui le concerne, alors que bon, il n'y a que lui dans le coin, d'après ce qu'ils savent. Voilà, et ils vont avoir un tas de trucs qui leur tombera dessus, de sorts qui seront utilisés pour les empêcher d'avancer, dont un sort super incroyable d'une pile de livres qui menace de tomber sur Danaël. Waouh, il risquait d'être enseveli sous des bouquins et d'être un tout petit peu assommé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette attaque dingue? J'adore le fait qu'on passe genre 20 secondes de l'épisode à appuyer le danger de la chose, alors que c'est rien du tout, quoi. C'est une petite pile de bouquins qui va lui tomber dessus, quoi. S'il lui tombe dessus, ben tant pis. Ah, ça lui fera un petit peu mal peut-être, mais voilà, il s'en sortira. C'est pas comme si c'était quelque chose de plus grand que ça, quoi. C'est juste une petite pile. N'importe quoi, j'ai pas compris le délire, pourquoi on insiste là-dessus. Mais bon, il va y avoir des trucs plus intéressants, plus importants, où il manque de tomber dans une crevasse qui s'ouvre sous eux. Il y a des grilles qui se fermeront, et ça séparera notre groupe pendant un petit moment. Et pendant tout ça, ils se demanderont, mais qui donc peut bien faire ça? Oh là là, je me pose bien la question, qui ça peut bien être? À un moment donné, il y aura Shimi et Griff, donc qui seront séparés des autres, qui le retrouveront, et tout le monde se réunira dans l'endroit, dans la pièce où se trouve le fameux parchemin, dans un coffret spécifique. Voilà quoi, il est vraiment spécial à ce point, ce parchemin, vraiment. Et ils seront tous attaqués par des rats. Et oh là là, comble de la coïncidence, Ténébris sera là aussi, parce qu'il faut quand même qu'elle ait un rôle à jouer. Et il y aura une petite phase de combat, dialogue, exposition, explicatif entre Ténébris et Danaël, alors qu'on sait pourquoi elle est là. Donc je comprends pas pourquoi on a voulu insister sur le fait que Ténébris explique de façon un peu forcée et pas du tout naturelle pourquoi elle est là. C'est moi qui ai fait pister Shimi grâce à cette morsure. J'explique pas comment je suis entré parce que les scénaristes le savent pas, mais voilà, c'est grâce à ça que je sais où vous vous trouviez à peu près, quoi. Ok, merci, c'était bien la peine de le préciser, on le sait en tant que spectateur. Pourquoi tu l'expliquerais à tes ennemis sur le coup du combat? Enfin bon. Enfin bref, on a du combat, pas génial une fois de plus, malheureusement. Parce que je trouve pas une seule seconde que ce soit une mauvaise situation, quoi. Une situation où Ténébris et les autres doivent s'allier parce qu'ils sont attaqués par les mêmes créatures. Mais bon, au bout d'un moment, on utilise une fois de plus pas bêtement le pouvoir de Shimi qui est un petit peu dérangé par l'autre. Par la morsure de Salamandre, voilà c'est ça, Salamandre, qui lui permet de faire de la brume, et donc grâce à ça, les rats géants qui sont myopes, ça a été dit avant, donc voilà, ça a été un petit peu amené, arrive à se faire avoir. Voilà, non sans une petite blague de merde, avec Razia qui confond Griff avec un autre, parce que lui aussi il est poilu. À nouveau, faut qu'on insiste sur ces gags de merde. Et ils finissent par capturer Ténébris en plus d'avoir vaincu les rats, et Ténébris leur dit que si elle avait fait ça, c'est pour prendre possession du parchemin, parce qu'elle voulait faire en sorte qu'elle et Razia redeviennent adultes et qu'ils puissent revivre leur amour comme avant. Voilà, elle se berce d'illusions de façon assez
intéressante parce que Ténébris dans la BD, c'était pas vraiment comme ça qu'elle a abordé les choses, hein. Mais voilà, elle se berce d'illusions par rapport au fait que elle veut absolument être avec Razia parce qu'elle l'aime vraiment, elle est folle de lui, et pour elle, elle peut pas non plus quitter les forces du mal, c'est un petit peu ce qui la caractérise, donc elle essaye de trouver des tas d'excuses, des tas de solutions pour pouvoir faire en sorte de revivre cette période-là, mais elle n'arrive pas à accepter le fait que Razia pourra plus jamais être du côté du mal. Hein, ça vient pas particulièrement d'elle, ça vient juste du fait qu'il il peut pas accepter d'être du côté du mal maintenant. Voilà, il y a ce côté vouloir à tout prix retrouver le bonheur qu'elle avait avant en fermant les yeux sur la cause logique qui fait que c'est impossible. C'est plutôt intéressant, plutôt dramatique autour du personnage de Ténébris. Je m'attendais pas à ce qu'on insiste à ce point sur elle, mais dans l'absolu, c'est un peu logique. Vu l'importance qu'elle finira par prendre dans la BD, quoi, ça me surprend pas particulièrement qu'on insiste autant sur elle, et je trouve qu'on joue plutôt bien. C'était beaucoup moins niais qu'au début, hein, honnêtement. Là, c'est beaucoup plus intéressant de la part de Ténébris. Après, oui, je comprends pas pourquoi elle croit que un parchemin qui n'a pas les pouvoirs d'inverser l'accident Jovenia pourrait quand même l'avoir pour l'inverser seulement pour 2 personnes. Elle n'a pas fait plus de recherches par rapport à ça, semble-t-il. Là, elle a juste entendu Darkel, son père, dire que ça marcherait pas pour défaire l'accident Jovenia. Elle se dit, oh, ça devrait quand même être assez puissant pour défaire le sort sur moi et Razia. On va espérer. À nouveau, on va dire que c'est plus un espoir d'amour qu'elle tient absolument à retrouver, c'est pour ça qu'elle y réfléchit pas trop dans les détails, donc c'est pas non plus mauvais, quoi. Seulement voilà, on finit par savoir que c'est pas elle qui est à l'origine de ces races, qui est assez évident, et le mec Bolder finit par se révéler à tout le monde, et on finit par apprendre les raisons à ça. C'est pas par malice qu'il fait ça, c'est parce que du temps d'avant l'accident Jovenia, c'était un vieil archiviste myope qui n'en avait plus pour longtemps à vivre, et donc il n'a pas envie de revenir à ça, et je trouve ça super intéressant, et il est sympa à développer ce genre de choses, parce que ça c'est un problème que j'ai avec la BD sur pas mal de points, c'est que on appuie à peine les inconvénients et comment vivent cette nouvelle situation, les gens d'Alysia et du monde, d'être redevenus des enfants. La plupart du temps, on a juste des gens qui se comportent en gens normaux. Voilà, quoi, on est adulte, je trouve qu'on est dans les corps d'enfants, mais on vit notre vie d'adulte normale, pas de problème, et ça nous dérange pas. Alors bien entendu, il y a des conversations, il y a des précisions qui nous sont données, même pas au sein de la BD, c'est des trucs qui sont dits à côté par Patrick Sobral notamment, par rapport au fait du fait que tout le monde est bloqué à l'âge de 12 ans, et ben la population peut plus trop prospérer, parce qu'on peut plus trop se reproduire, plus trop avoir d'enfants, ce qui au passage est un peu discutable, parce que techniquement on peut avoir des enfants à 12 ans, ouais c'est assez glauque à dire, mais techniquement on peut avoir des enfants à 12 ans, hein. Il y a eu des cas qui sont allés encore plus loin que ça, j'ai pas m'étendre là-dessus, mais bon, c'est un problème ça, le fait d'être constamment des enfants, et il y a énormément de questions à se poser par rapport à ces personnes-là. Comment ils vivent ça, déjà en tant que groupe global, mais surtout en tant qu'individu. Qu'est-ce que ça a apporté le fait d'être redevenu un enfant pour eux? Et j'apprécie ça, je trouve ça super sympa de vraiment se centrer sur un personnage qui lui accepte cet accident Jovenia comme une bénédiction, parce que voilà, avant c'était un vieux myope qui avait pas une vie géniale, pas une condition physique géniale, et il veut pas que cet accident Jovenia soit défait, parce que lui aussi il croit bêtement que ce parchemin va permettre de défaire totalement l'accident Jovenia, parce que sinon il redeviendrait le vieux croulant qu'il était avant, et il n'a pas envie de ça. J'apprécie ça, je trouve ça super cool d'appuyer ça, d'appuyer un individu qui vit cet accident Jovenia et comment il le perçoit. Ça fait plaisir à voir, sincèrement. Bon, après, c'est traité un peu à la blague par la suite, mais j'apprécie qu'on aborde ce thème-là alors que c'est pas trop fait dans la BD. En tout cas, maintenant qu'il est dévoilé, nos légendaires essayent de l'attaquer, mais il essaye une fois de plus d'utiliser son espèce d'apeau à rat géant pour les avoir. Danaël finit par le détruire avec son épée d'or.
Il me semble que c'est la première fois qu'on voit au fait Danael utiliser son épée d'or avec toutes ses capacités, comme quoi il a le pouvoir de l'appeler avec son sang, et donc où que se trouve son épée d'or, il peut l'appeler quoi. Ça c'est la première fois qu'on voit ça il me semble, donc c'est cool à voir quand même. Et donc grâce à son épée il détruit son espèce d'apeau et donc les rats deviennent un petit peu fous. On a une autre mise en scène où il est un peu apeuré par ce rat qui l'attaque et on a bruitage de merde. Ah, c'est marrant, hein, pour gamin, merci. Et il finit par être battu, etc. Le parchemin est un peu détruit par le rat, ce qui fait qu'il s'active rapidement et... Ouais, quoi, ça défait l'accident Jovenia, l'espace de 10 secondes sur le vieil archiviste Bolder, et il redevient jeune juste après, c'est histoire de bien dire que ça marchait pas et que quoi qu'il arrive ça aurait pas marché. Il a l'air de s'en tirer bien l'archiviste puisqu'il redevient pas le vieux vieillard qu'il souhaitait ne plus devenir. Cela dit, ça va pas beaucoup s'arranger puisque l'œil qui garde la bibliothèque va le punir pour ses méfaits en disant ah tu n'es pas digne d'être un archiviste donc plutôt que de te bannir je vais être carrément direct et te transformer en rat. Et ça dérange pas les légendaires quoi. C'est pas un peu excessif? Je sais qu'il a été assez mesquin et il voulait pas que l'accident Jovenia se soit défait à cause de ça, mais est-ce que ça méritait vraiment d'être transformé en rat pour le restant de sa vie? Et à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que tous les rats géants qu'on a vus, c'était d'anciens archivistes qui ont été pas assez nobles pour garder le coin? Parce que bon, comme je le dis à nouveau, on voit seulement Bolder garder le coin, on voit personne d'autre. C'est plus bizarre quand même, hein? Voilà, mais non, les légendaires, ça les interpelle pas particulièrement. Il y a Griff qui fait sa petite blague, il t'a tenu au doigt et à l'œil. Merci. Et donc, ouais, Ténébris s'est barré entre temps, je vais pas parler, mais c'est histoire de dire que bon, ça va continuer cette dynamique entre eux. Ténébris va continuer de bosser pour son père, tout ça. Et voilà, ils partent. Il y a un dernier gag sur Chimie, parce qu'elle a fini presque d'être mordue par cette salamandre et de ne plus avoir les effets. Ok, je trouve que par rapport à ce que met en place la série, en termes d'ambiance, de ton, ouais, de légèreté, etc., ça doit être l'un des meilleurs trucs qu'on puisse avoir. Hein, c'est pas dire que c'est génial, loin de là. Hein. Bien entendu, il y a toujours les problèmes de combat moyennement chorégraphiés, les gags gamins qui auraient pu être un petit peu écourtés, j'avoue, dans cet épisode, et qui sont un peu gonflants, qui alourdissent un peu trop le scénar. Des choses moyennement bien instaurées dans le scénar. En tout cas, en dehors de ça, c'était quand même très intéressant. Ça abordait un thème qui me plaît bien, c'est-à-dire le fait de se centrer sur l'accident Jovenia et quel moyen d'essayer d'inverser ça. C'est cool, hein, parce que voilà, pour moi, c'est quand même la quête numéro 1 des légendaires. Et c'est toujours un truc qui m'a un peu frustré au fur et à mesure des tomes, parce que on sent que Patrice Sobral n'avait de moins en moins quelque chose à foutre de défaire ça. Je veux dire, ouais, c'est juste un truc à part, mais on va raconter autre chose que ça. Alors que c'est quand même un petit peu la base de ton univers, la raison pour laquelle on n'a que des protagonistes des personnages enfants. Donc, je trouve ça un peu saoulant de faire des tas de scénarios qui se détache totalement de ça et qui traite ça à la légère. Voilà, le fait qu'on ait un scénario vraiment centré là-dessus et nos personnages qui essayent de défaire ça de façon assez claire, même si je trouve que bon, ce genre de choses, vous savez, un truc qui pour moi aurait arrangé un petit peu l'intrigue, ça aurait été de faire en sorte que Ténébris et Darkel soient pas ceux qui les dirigent vers là, que limite ce soit eux qui fassent des recherches là-dessus, à nos légendaires, et qui trouvent l'existence de ce parchemin et se disent peut-être que ça pourrait inverser l'accident Jovenia. Que ça vienne vraiment d'un effort de recherche de départ de leur part. Bon, malheureusement, quoi, ils subissent et ils réagissent. Ça, c'est le truc message sentiment que c'est pas trop la peine, quoi, faut pas trop chercher à avoir des héros qui essayent de réfléchir au problème plutôt que d'y réagir, hein. Malheureusement, hein, ça fait partie du truc, faut pas s'attendre à grand chose, quoi. On leur présente un problème et ils le règlent, hein. Ça va être ça durant toute la série. Ça me surprendrait beaucoup que ça aille plus loin que ça. Je suis peut-être trop gâté par des séries comme Young Justice qui eux essayent de mettre en place des héros qui ne se contentent pas de réagir aux problèmes. Vous savez, ça fait plaisir quand même de voir ça un petit peu, quoi. En tout cas,
Et en tout cas, en dépit de ça, c'était quand même très cool de montrer l'accident Jovenia, ses retombées, comment c'est perçu, un effort de la part de nos héros pour défaire ça, et vraiment la considération individuelle que peuvent avoir les gens, le peuple autour de ça. J'apprécie grandement que vous soyez partis là-dessus, et ça crée pas mal de réflexions intéressantes. Vraiment, hein, se traiter un petit peu à gaminerie malheureusement, puisque c'est la série, hein, là faut pas s'attendre à mieux à ce niveau-là, mais voilà, ça amène de la réflexion intéressante. Et c'est plus que ce que je peux en dire de n'importe quel autre épisode jusqu'à présent, ce qui fait que cet épisode est pas mal, vraiment pas mal. Et très certainement, ça va être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la série, hein, parce que j'ai le sentiment qu'on abordera difficilement plus recherché que ça. Mais à nouveau, peut-être que ça me surprendra, nous verrons. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 7, bye!